Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Les ministres réunis en séminaire pour résoudre le casse-tête budgétaire, boucler le budget 2012 et résoudre l'équation 2013 alors que la croissance joue à cache-cache. Pas d'annonce ce soir, mais les objectifs de réduction des déficits sont réaffirmés. On parle de ce sujet et d'autres avec notre invité politique, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, tout à l'heure. C'est une semaine européenne cruciale qui s'ouvre avec un sommet très attendu ce jeudi. Ils seront tous présents. Angela Merkel, François Hollande, Mario Monti, Mariano Rajoy, tous sauf lui. Lui, c'est Anthony Samara, tandis que les discussions vont se concentrer sur son pays. Le Premier ministre grec opéré de l'œil sera absent de la table des négociations. Son chirurgien prévient qu'il n'a pas la pleine possession de ses moyens. Les Grecs refusent d'y voir un mauvais présage pour l'avenir de leur pays. Analyse ce soir notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau. Et Peki et Mohamed Morsi, sitôt élu, le nouveau président a cherché à rassurer en affirmant qu'il serait le président de tous les Égyptiens. La communauté internationale salue une victoire démocratique, mais une interview accordée à une agence iranienne sème le trouble. Le frère musulman aurait remis en cause le traité de paix avec Israël. Démenti catégorique ce soir de l'intéressé lui-même, qui n'a pas suffi toutefois à rassurer les Israéliens, loin de là. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il fallait s'y attendre. Pas d'annonce. Après le séminaire gouvernemental, tout juste un communiqué dans lequel le Premier ministre réaffirme sa volonté de maîtrise des comptes publics et précise qu'une lettre de cadrage budgétaire sera envoyée à tous ses ministres. Comprenez, tout le monde devra faire des efforts. Lesquels? Éléments de réponse justement avec Jérôme Rabier. Pas un seul des 38 ministres et ministres délégués ne manquent à l'appel de Jean-Marc Ayrault. Objectif du séminaire, trouver des milliards et vite, car il manque entre 7 et 10 milliards d'euros pour boucler le budget de cette année. À plus long terme, des économies devront être réalisées dans tous les ministères, mis à part dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, la police et la justice. Car c'est une des promesses de François Hollande qui est en jeu, alors que le déficit fin 2011 atteignait 5,2% du PIB, il doit être ramené à 4,5% à la fin de l'année, puis à 3% en 2013. Plusieurs mesures phares de la présidence Sarkozy, comme la défiscalisation des heures supplémentaires, devraient être abrogées. De nouveaux impôts, notamment sur les dividendes versés aux actionnaires ou sur les droits de succession, doivent également contribuer à réduire le déficit chronique français. Les élections à peine terminées, l'heure des efforts annoncés par Jean-Marc Ayrault semble bel et bien avoir sonné. Et fidèle à lui-même et toujours en verve, Jean-Luc Mélenchon a réagi justement à ce séminaire, le qualifiant de séance de blabla. Il ne croit pas aux promesses ni à la concertation entre les ministres. On l'écoute lors d'une conférence de presse suivie pour nous par Nathalie Guilloire. Vous savez comme moi que ce n'est pas un séminaire, que ce n'est pas en une après-midi autour d'une table qu'on trouve 10 milliards, que tout ça est déjà fait et que il va y avoir une séance de blabla pendant une après-midi pour avaliser un plan qui a été mis au point par des administrations qui, elles, n'ont pas changé ni d'orientation ni de dirigeants. Un coup de pouce ou une pichenette, selon les mots des communistes. En tous les cas, à 2% ou un peu plus, le compte risque de ne pas y être pour les syndicats, alors que le patronat, vous allez le voir, sans le crier sur les toits, se montre plutôt rassuré. À la veille de l'augmentation du SMIC, les détails avec Elisa Bertholomé et François Goulin. 6 € de plus par mois, voilà le coup de pouce au SMIC du gouvernement. Une hausse de 2% annoncée demain. Un premier faux pas, un signe négatif pour Force ouvrière, une dérisoire pichenette pour le PCF, une déception pour les autres syndicats. La CGT s'attendait à 4 ou 5% d'augmentation, soit 300 € net de plus par mois. C'est clairement une hausse qui est insuffisante par rapport d'abord à notre revendication qui est de 1 700 €, mais sans aller jusque-là, on considère qu'un gouvernement progressiste qui arrive en France avec des attentes sociales fortes devait d'abord avoir un signe politique, un geste politique beaucoup plus important que ça. Pourtant, Jean-Marc Ayrault avait prévenu. Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre tempérait. Le coup de pouce au SMIC serait limité pour éviter de restreindre la compétitivité des entreprises. Mais cela n'empêche pas la droite de dénoncer une mauvaise décision au plan économique. C'est faussement généreux
parce que au lieu d'augmenter le SMIC comme nous l'avions proposé, c'est-à-dire en baissant les cotisations salariales, il va augmenter le SMIC pour les entreprises et ça veut dire en réalité qu'il va détruire de l'emploi. D'ici demain, un dernier arbitrage pourrait avoir lieu. Un accord sera peut-être trouvé entre partenaires sociaux et gouvernement pour une hausse de 2,5%. Il est l'invité politique du 22h, il est président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État et c'est un proche, très proche de François Hollande. Jean-Pierre Bel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors les législatives sont passées, le gouvernement est remanié et maintenant, est-ce que c'est une période d'effort et de rigorisme pour tous qui s'ouvre ? Écoutez, moi je me méfie souvent des qualifications comme ça, la rigueur qui serait opposée au laxisme. Je pense que les choses sont un peu différentes. Nous avons tous la volonté, bien sûr, de faire des efforts dans une période qui est une période très difficile. Mais je verrais plutôt le clivage entre des efforts demandés à ceux qui ont beaucoup, aux plus riches, et peut-être, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, ne pas se tourner systématiquement vers les plus modestes. Donc c'est plutôt... dit François Hollande, les classes moyennes seront épargnées. Les classes moyennes seront épargnées, le président l'a indiqué, et puis nous avons à prendre un certain nombre de décisions pour faire contribuer à l'effort national ceux qui vivent aujourd'hui, je ne dirais pas dans l'aisance, mais de manière peut-être plus facile que beaucoup d'autres. Alors justement, ces décisions concrètes, un séminaire gouvernemental s'est tenu donc aujourd'hui à Matignon pour boucler le budget 2012 et 2013. 7 à 10 milliards d'euros manquent, des pistes sont sur la table, mais pour vous, quelles pistes, quelles mesures faut-il prendre d'emblée ? Écoutez, c'est dans le droit fil de ce que je viens de dire. Je crois que on comprend très bien que sur les droits de succession, il y a des efforts à faire et des pistes à suivre. Sur le barème de l'impôt sur la fortune, je crois aussi que nous aurons à explorer le sujet, puisque nous l'avons dit, nous reviendrons sur ces décisions. Et puis toutes ces niches fiscales, ce bouclier fiscal qui a permis dans le fond d'aider ceux qui avaient les moyens. Nous avons un certain nombre de décisions à prendre. Ça a été clairement indiqué et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Le coup de pouce au SMIC s'oriente vers une hausse limitée 0,6%, 2% si on compte la revalorisation, mais qui interviendra au 1er janvier. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît trop raisonnable ? Il est très important aujourd'hui de se pencher vers ceux, notamment ce qu'on appelait les travailleurs pauvres, même si je n'aime pas tellement cette expression. Et c'est vrai qu'il faut produire des efforts dans ce sens. D'un autre côté, on voit bien que les gens qui aujourd'hui gagnent les SMIC sont pour la plupart dans des entreprises de production, de main-d'œuvre et notamment des PME pour lesquelles il faut regarder les choses de très près car il ne s'agit pas de les mettre en difficulté. Alors, vous ménagez les entreprises, ce sera $1 pour les entreprises, mais ça risque d'être $1 aussi pour les smicards. Combien de déçus, de frustrés, d'insatisfaits allez-vous faire avec 0,6%? Je pense que la hausse de 2%, parce qu'il va falloir rattraper tout ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait pendant tout ce temps, va permettre d'avoir une action significative. 1%, ça représente, je crois, à peu près 11 € pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Donc, si nous arrivons à 2%, même si c'est insuffisant, confirmez ce soir ce chiffre. C'est toujours insuffisant. Aux alentours de 2%. Et c'est vrai qu'il est plus facile. Oui, je pense que c'est à peu près vers ce chiffre-là que nous allons aller. Et c'est vrai que c'est facile de dire les choses de l'extérieur. Mais lorsque nous avons à la fois à faire en sorte que l'activité et donc les emplois et donc la survie des entreprises soient assurées et en même temps la justice fiscale et la justice sociale, eh bien il y a une équation dont le gouvernement d'aujourd'hui, je crois, prend en compte et je pense que nous serons sur un vrai équilibre. Alors Jean-Pierre Bel, le gouvernement soigne le Sénat lors du remaniement sur 4 entrants. Sur 4 entrants, 3 sont des sénateurs. Est-ce que le gouvernement Ayrault 2 a réparé l'injustice du gouvernement Ayrault 1 ? Je pense que les mots qui ont été prononcés quelquefois sont excessifs. Il n'y avait pas d'injustice. Nous ne mesurons pas la justice dans ce pays en regardant le nombre de sénateurs au gouvernement. Simplement, nous demandons à être respectés. Il est bien que figure aujourd'hui au gouvernement un peu plus de sénateurs et de sénatrices. Donc l'ajustement était nécessaire. Je crois que c'était bien. J'ai tout fait pour que cela intervienne. Mais je pense que ce qui est important, c'est que le Sénat, en tant que ce qu'il représente, soit respecté. Et je me battrai avec mes amis, avec peut-être l'ensemble des sénateurs, pour que le Sénat soit respecté et soit entendu. Le gouvernement a fait des gestes, peut-être un autre geste, vous allez nous le confirmer, le Premier ministre viendrait au Sénat pour son discours de politique générale.
Donc l'heure de l'Assemblée nationale, et il viendra en personne au Sénat, vous nous je pense que oui, mais je ne vais pas prendre des engagements pour le Premier ministre, car beaucoup d'événements peuvent intervenir d'ici là. Donc vous voyez, je suis prudent. Ce qui était prévu... Ce changement de calendrier, c'est prévu. Il sera au Sénat pour son discours politique général. C'est prévu. Nous en avons discuté ensemble. J'en suis ravi. C'est un geste supplémentaire, c'est pas la tradition. C'est pas la tradition, ça l'était, puisque... Lorsque la majorité du Sénat était à droite, il est arrivé que le Premier ministre vienne ici pour faire sa présentation de politique générale. Non, ça ne serait pas une très grande nouveauté, mais ça serait bien et j'espère que ça pourra se passer comme ça. Encore une question sur une ancienne sénatrice, Nicole Bricq. Nathalie Kosciusko-Morizet a jugé aujourd'hui que le gouvernement a cédé à la pression des pétroliers en débarquant Nicole Bricq de l'écologie. Elle n'a pas tout à fait tort. Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas dit que cela. Elle a porté un jugement sur les conseillers de Nicolas Sarkozy, sur lequel je me serais bien arrêté, car j'ai trouvé qu'elle avait une analyse extrêmement précise lorsqu'elle disait que Patrick Buisson a plutôt cherché à faire gagner Charles Maurras que Nicolas Sarkozy. Voilà, je voulais juste le dire, parce que de temps en temps, il faut reconnaître, lorsque les consciences s'expriment, qu'elles vont dans le bon sens et que cette analyse, cette vision... C'est pas l'amertume qui s'exprime aussi à droite? Non, je crois qu'elle a dû vivre des moments très très difficiles et qu'elle avait envie de le dire. Pour Nicole Bricq, je pense que là il y avait un vrai problème. Vous savez, je suis allé en Guyane et l'exploitation pétrolière qui est prévue au large de la Guyane peut constituer pour ce territoire, ce département, qui est un département qui rencontre beaucoup de difficultés, une opportunité, à condition de faire les choses de la meilleure des façons, du point de vue écologique et par rapport aussi à nos amis d'outre-mer. Vous avez donc donné la réponse. C'est un faux pas de sa part et elle l'a malheureusement. Non, je ne sais pas si elle avait définitivement... Elle a suspendu les forages et puis on apprend qu'ils ont repris. Elle a obtenu ses autorisations. Jean-Pierre Bel. Suspendre ne veut pas dire interdire. Elle avait peut-être besoin de réfléchir et de regarder le problème de plus près. Moi, je sais que pour nos amis d'outre-mer, ça constitue une vraie opportunité. Donc elle n'avait pas bien fait de suspendre ses forages, vous le dites. S'ils en reçoivent le dividende. Vous l'avez désavoué. Écoutez, je trouve que ça va dans le bon sens. Alors, autre sujet, Jean-Pierre Bel. Tout au long de sa campagne, François Hollande a répété qu'il souhaitait vivifier la démocratie locale, celle des collectivités, mise à mal, dit-il, par Nicolas Sarkozy. Vous proposez pour cela d'organiser des états généraux pour ces territoires. Nous allons voir justement comment votre initiative est perçue à gauche et surtout à droite. On voit tout cela avec Elisa Bertolomé. C'est le cheval de bataille du Sénat et de son président, la réforme des collectivités territoriales. Suppression symbolique car pas encore appliquée du conseiller territorial, organisation d'états généraux des collectivités locales. Le Sénat est en pointe et compte bien le rester. La loi de décentralisation doit être examinée d'abord ici, au Sénat, parce que le Sénat, c'est le représentant des collectivités territoriales. Et donc, Madame Lebranchu, qui va être la ministre qui va porter ce texte, va nous rencontrer, elle va nous en donner les grandes orientations qui sortiront notamment des États généraux, et puis ensemble, on va cheminer. Réforme de la fiscalité locale et clarification des compétences, voilà les deux points prioritaires de cette réforme. Et un axe d'action, la région. Jean-Pierre Bel milite pour que leur pouvoir soit renforcé et leurs compétences étendues. Dans l'opposition, on craint des débordements. Ce que j'aimerais pas déjà, c'est que l'on fasse une régionalisation à outrance, qu'on fasse un centralisme autour des régions, ce qui bien évidemment tuerait complètement les départements et ce qui ferait que les élus seront élus à la proportionnelle. Autre sujet sur lequel les sénateurs de gauche comme de droite sont opposés à leur président, le cumul des mandats. Comme François Hollande et Martine Aubry, Jean-Pierre Bel est attaché à sa suppression. Les sénateurs revendiquent, eux, la possibilité d'exercer un autre mandat au nom d'une meilleure connaissance des collectivités locales. Jean-Pierre Bel, vous avez entendu les sénateurs de gauche comme de droite. Est-ce que vous entendrez les deux? Parce que l'opposition craint d'être négligée, voire cornérisée. Non, nous avons décidé d'organiser ça de manière pluraliste, en faisant en sorte que les groupes politiques, tous les groupes politiques, y compris d'opposition sénatoriale, puissent y participer. Dès demain, d'ailleurs, il y aura une réunion pour dresser un petit peu la procédure, la manière dont nous allons organiser tout cela. Je pense que personne n'a de crainte à avoir, puisqu'il s'agit tout simplement d'exprimer le point de vue des élus locaux sur des questions qui sont des questions essentielles. Et lorsque j'entends un de mes collègues craindre une forme de centralisation,
la centralisation, le retour en arrière par rapport à la décentralisation, c'était hier, lorsque la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy a été menée à l'encontre de tous les élus, quel que soit le bord politique. Vous parlez d'une réforme essentielle. Pour ceux qui nous regardent, pour les Français, en quoi c'est essentiel? Est-ce que ça fait partie de leurs préoccupations aujourd'hui, vraiment, de réformer, de s'occuper des collectivités locales? Bien sûr, parce qu'il est vrai que c'est pas le premier, sujet de préoccupation. Et le pouvoir d'achat, l'emploi, voilà les sujets essentiels aujourd'hui. Mais pour mener une politique, pour faire en sorte, par exemple, que les services publics locaux auxquels les Français sont extrêmement attachés puissent continuer dans la meilleure des façons à fonctionner, pour avoir des services de proximité, la crèche, l'aide aux personnes âgées, le portage de repas. Il faut que les collectivités en aient les moyens. Et il faut une décentralisation. Les moyens, justement, Jean-Pierre Bel, au moment où justement on n'en a pas, est-ce que vous dites aussi aux collectivités, les yeux dans les yeux, qu'il faudra faire des efforts? Elles ont une image dispendieuse aujourd'hui. Je vais parler des moyens, mais simplement je termine sur la décentralisation. Il faut aller vers une véritable décentralisation avec une clarification des compétences. Nous avons questionné tous les élus locaux, 450 000 en France. Nous avons plus de 20 000 réponses qui sont parvenues et nous allons très rapidement mettre en place dans les départements et ensuite sur Paris les états généraux de la démocratie territoriale. Qui auront lieu plutôt en octobre, je pense. Quel lieu? Je pense que ça sera plutôt la Sorbonne. Donc fini Versailles, plié? Unité de temps, unité de lieu. C'était très compliqué, c'était très coûteux. On va parler des moyens. C'était très coûteux d'aller à Versailles. Donc vous savez, je peux lancer des idées. À un moment, me rendre compte que ces idées coûtent trop cher. Et comme nous sommes dans une période où nous souhaitons faire dans la sobriété, je crois que nous irons plutôt, mais les élus vont en discuter, les groupes vont en discuter dès demain, vers un lieu plus proche du Sénat. Dernière question, Jean-Pierre Bel, pour terminer. Vous êtes un très proche de François Hollande. Aujourd'hui, cela fait 40 jours qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'il a changé? À titre personnel, pas du tout. Je trouve que le président de la République ressemble beaucoup au candidat et à l'ami que j'ai connu. Il est extrêmement préoccupé par les questions qu'il a mises en avant, très concentré sur sa tâche. Il a une obsession de la réussite. Il veut absolument que la confiance qui lui a été témoignée voit en retour une action décisive, redonner confiance en l'avenir aux Français, notamment aux jeunes, et préoccupé aussi de ne pas tomber dans un style de présidence qui créerait un fossé entre ce qu'il est lui-même et les Français. C'est donc le même homme pour vous, mais qui a habité la fonction présidentielle. Toujours, il est très étonnant, le président de la République, car ses soucis sont de cet ordre-là. Être à la fois un président avec l'ambition qui est la sienne, et en même temps ne pas donner le sentiment qu'il y a une caste et un président qui serait au-dessus des problèmes. Non, il est dans les problèmes et il veut en donner la preuve et le témoignage tous les jours. Et c'est un ami qui en parle. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bel, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Et la suite du 22h, et l'on parle à présent de l'Égypte. Il était le candidat par défaut. Un petit peu la roue de secours des frères musulmans. Le voici à la tête d'un pays de 83 millions d'habitants au cœur d'une région stratégique. Mohamed Morsi, nouveau président d'Égypte, a tenu à rassurer en affirmant qu'il serait le président de tous. Mais difficile de savoir ce qu'il réserve vraiment au pays. Élément de réponse avec Simon Barbary. Un jour historique pour l'Égypte. C'est en ces termes que la communauté internationale saluait timidement hier la victoire de Mohamed Morsi à la présidence de la République égyptienne. Issu du parti des frères musulmans, le nouveau président élu appelait hier à l'unité nationale. Aujourd'hui, je suis le président de tous les Égyptiens sans exception, qu'ils soient ici ou à l'étranger. La place Tahrir en ébullition hier soir ne peut pourtant occulter le clivage de la société égyptienne coupée en deux entre islamistes et libéraux. Malgré ses messages rassurants à l'égard de la communauté chrétienne copte ou encore des femmes, il a durant sa campagne maintes fois répété son attachement à la mise en place de la charia. Par ailleurs, la marge de manœuvre de Mohamed Morsi dépend en grande partie du Conseil suprême des forces armées qui pourra encadrer à sa guise le pouvoir du nouveau président. La communauté internationale laisse elle aussi pointer son inquiétude. L'Union européenne a souligné cet après-midi la nécessité pour l'Égypte de respecter les droits fondamentaux et la démocratie. Les fréquentes attaques du nouveau président égyptien à l'égard d'Israël pourraient de même lui faire perdre le soutien des États-Unis. Et comme d'habitude à présent, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou.
Le ton monte entre Damas et Ankara ce soir. C'est un deuxième avion de sauvetage qui essuie des tirs après l'attaque vendredi dernier d'un avion de combat turc par la Syrie. En réponse, la Turquie menace d'arrêter ses exportations d'électricité vers la Syrie. L'Union européenne, de son côté, a décidé un nouveau train de sanctions contre le régime de Bachar al-Assad. Elle étend notamment l'embargo sur les ventes d'armes. Sur le terrain, les défections dans l'armée syrienne se multiplient. Un général, 2 colonels et 30 soldats sont passés en Turquie. Aujourd'hui, les violences ont fait au moins 13 morts. Plutôt habitué à soutenir des entreprises moribondes, le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg n'est pas mécontent d'annoncer une bonne nouvelle. En effet, Amazon, le géant américain de vente en ligne, va installer à Chalon-sur-Saône, sur ses terres, sa 3e plateforme de distribution, une manne pour les emplois dans la région puisque près de 500 pourraient être créés. Les tractations ont été longues, mais finalement, le Front de gauche a pu constituer son groupe à l'Assemblée. La gauche démocrate et républicaine réunit bien les 15 députés nécessaires, 10 issus du parti de l'extrême gauche, auxquels s'ajoutent 5 élus d'outre-mer. Pourtant, ce matin, le pari ne semblait pas gagné. Jean-Luc Mélenchon accusait même les socialistes de mettre des bâtons dans les roues à la constitution de cette nouvelle formation. La gauche démocrate et républicaine pourra donc se faire entendre dès la prochaine session parlementaire de juillet. Elle sera présidée par André Chassaigne. Les séquelles de la campagne présidentielle commencent à se faire sentir à l'UMP. La droitisation adoptée pendant la campagne échauffe les esprits. Nathalie Kosciusko-Morizet se dit intéressée pour prendre les rênes du parti si sa ligne n'est pas portée par l'un des candidats, à savoir une position claire par rapport au FN. Par ailleurs, l'ex-ministre UMP a également lancé une lourde charge contre la stratégie droitière adoptée par Patrick Buisson. Selon elle, plus pour faire gagner Charles Maurras que Nicolas Sarkozy. Des propos vivement critiqués par Jean-François Copé ce matin qui s'est dit choqué. Oubliée depuis des années dans les jardins du Luxembourg, cette sculpture a inspiré il y a plus de 100 ans la vraie Statue de la Liberté. L'esquisse signée Frédéric Bartholdi, également auteur de l'original, quitte le parc du Sénat pour retrouver le musée d'Orsay. Cette image de la raison, cette image de la liberté est devenue le symbole des États-Unis. Mais au départ, c'est un cadeau français au peuple américain. Et c'est très bien de l'avoir à l'entrée du musée d'Orsay. Une copie sera réalisée pour la remplacer. Et pour la dernière page du 22h, on retrouve notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On va évoquer ensemble cette semaine européenne cruciale. Mercredi, donc, Angela Merkel sera à Paris pour préparer le sommet qui se tiendra le lendemain, jeudi à Bruxelles. Jean-Louis, tous insistent sur l'importance de cette rencontre, tous sauf les marchés financiers qui n'y croient pas. Je vais y arriver. Qui n'y attendent pas grand-chose. Ils n'y entendent pas grand-chose. D'ailleurs, Madame Merkel elle-même, puisqu'elle a encore répété aujourd'hui. Effectivement, les marchés financiers ont montré dans la journée un accès de pessimisme assez étonnant. Paris a baissé de plus de 2%, Francfort a baissé de plus de 2%, Madrid a baissé de plus de 3%, Athènes a baissé de plus de 6%. Donc effectivement, personne n'y croit. Généralement, avant ce genre de sommet que l'on dit cruciaux, les marchés l'accueillent favorablement, et puis le lendemain, comme ils s'aperçoivent que rien d'important n'est décidé, ils baissent. Mais là, ils baissent en avance. Donc là, il y a quelque chose qui est assez surprenant, alors que l'ordre du jour est quand même plutôt positif, comment avancer vers l'union bancaire, comment avancer vers l'intégration budgétaire. Mais déjà, on sait qu'il a été dit qu'on n'avancerait pas beaucoup sur ces deux questions majeures. Alors bien sûr, vendredi, vous vous rappelez, il y a eu les 120 milliards débloqués qui ont été décidés par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Mais le temps que ces 120 milliards pour la reprise se mettent en place, il se passera beaucoup de temps et la crise va très vite. Elle va très vite d'ailleurs aujourd'hui même, puisque l'Espagne a annoncé officiellement qu'elle demanderait une aide pour ses banques, 65 milliards. On sait que cette aide lui sera accordée, mais on ne sait pas par quel canaux ça passera, on ne sait pas sur quel fonds exactement ce sera pris, on ne sait pas si l'ensemble des structures institutionnelles permettront de faire ce genre d'aide. Et puis Chypre a dit un nouveau pays qui appelle à l'aide. Oui, moi je subis les conséquences de la crise grecque et je vais également appeler à l'aide. Et pendant ce temps-là, on voit l'Allemagne qui se raidit.
Madame Merkel qui vient de nous dire cet après-midi, non, il ne faut pas attendre grand-chose. Et Schäuble, le ministre des Finances, qui a l'air vraiment d'une manière un peu arrogante vis-à-vis des Grecs, où il a repris cette fameuse phrase de John Kennedy, vous savez, qui avait dit lors de son investiture comme président des États-Unis, il avait dit arrêtez de demander à l'Amérique ce qu'elle peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et il a dit arrêtez de demander à l'Allemagne, en s'adressant aux Grecs, ce que nous, les Allemands, pouvons faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Et donc là, il y a un aspect un peu agressif qui ne va pas faciliter la solution. Jean-Louis, pourquoi cette attitude? Malgré les critiques, les inconvénients, Angela Merkel persiste et signe, elle ne change pas d'attitude. Alors elle persiste, signe et quelquefois, tergiverse un petit peu. Mais vous avez raison, elle persiste, elle signe. Les Allemands, il faut bien comprendre, ils sont dans un nœud de contradiction. Ils ne sont pas aussi forts qu'on le croit. Bien sûr, c'est l'économie la plus forte d'Europe. Tout le monde regarde vers l'Allemagne pour savoir, c'est parce que toute solution passe par l'Allemagne. Mais à l'évidence, elle n'a pas les épaules assez larges pour porter l'ensemble du fardeau européen. Et les Allemands se trouvent dans une situation un peu particulière où ils ont l'impression qu'effectivement, ils ne peuvent pas laisser tomber la zone euro. Déjà aujourd'hui, le Spiegel a publié une étude en disant si la zone euro éclate, nous allons faire 10% de croissance en moins 10%. Nous aurons 5 millions de chômeurs en plus, parce qu'effectivement l'Allemagne dépend de la zone euro, 15% de son PIB dépend de la zone euro, mais elle se trouve dans la situation où elle se dit écoutez, j'ai mis un doigt dans un engrenage, je ne peux pas retirer ce doigt, et je ne veux pas que ce doigt être attiré encore plus loin dans l'engrenage. Or, en réalité, elle a le doigt dans l'engrenage et l'engrenage continue de fonctionner. Elle s'est déjà engagée pour 98 milliards d'euros d'aide à la Grèce, d'aide publique à la Grèce. La France, elle est quand même qu'à 50 milliards. On va vers les 100 milliards et l'Allemagne, donc, est dans une situation où elle dit arrêtez. Mais en même temps, elle ne peut pas arrêter, elle recule, elle tergiverse, elle refuse. Jean-Louis, on finit par un clin d'œil, si je peux me permettre. C'est le Premier ministre grec, Antonis Samaras, opéré de l'œil. Il ne sera pas là pour ce sommet. C'est une absence remarquée, bien sûr, quand on parle que de son pays, ou beaucoup de son pays. Alors, on parle surtout de son pays, décollement de la rétine. Il est sorti de l'hôpital cet après-midi. Non seulement il ne sera pas là, mais son ministre des Finances a eu un malaise et il a déjà démissionné avant même d'être officiellement ministre des Finances. Effectivement, là, il y a une chaise vide, il y aura des techniciens qui remplaceront, mais il est évident que la Grèce, qui compte demander, elle aussi, 2 ans de répit pour l'application du plan de redressement, on ne voit pas ce qu'on peut décider si le Premier ministre et le ministre des Finances ne sont pas là en personne. Jean-Louis, il y aura quand même un communiqué final? Ah, bien sûr, il y aura évidemment un communiqué final et lundi, j'ai bien peur que les marchés l'accueillent de manière maussade. Mais d'ici là, jeudi, donc communiqué final, on aura l'occasion d'en reparler avec aussi pour jeudi soir des journalistes étrangers, italiens, grecs, allemands qui seront en notre compagnie pour donner évidemment leur point de vue. Merci beaucoup Jean-Louis. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur Public Sénat. Comme chaque lundi, c'est votre soirée documentaire intitulée ce soir Algérie, été 62, l'indépendance aux 2 visages. Et je vous dis à demain avec plaisir. Alger, il y a 40 ans. Matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante. Un jour si attendu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, de passer d'un système à un autre, de participer à la libération de son pays à un âge où normalement on doit poursuivre ses études, avoir une vie normale, tranquille, calme, etc. Finalement, c'est l'aventure dans l'aventure. On était tous jeunes à l'époque, on n'avait pas d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous on a
vaincu l'armée française, moi j'ai dit ce n'est pas vrai. Nous, on a obtenu uniquement notre droit en tant qu'être humain à vivre dans une petite démocratie d'abord. Hein. Parce qu'on n'a pas de démocratie, c'est un autre problème. Combattant sans visage la première heure de la guerre d'indépendance, chef historique mythique de l'insurrection contre la France, responsable du FLN à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Algérie, ils étaient jeunes, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Tous ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la guerre d'Algérie. Pour la première fois, ils racontent l'été 1962. L'été 1962, les joies de l'indépendance et les luttes pour le pouvoir. L'indépendance aux deux visages. Trois mois plus tôt, mars 1962. La guerre dure depuis 7 ans. En Algérie, les maquis de l'intérieur, divisés en 6 régions, qu'on appelle wilayas, sont isolés et terriblement décimés. Moins de 1 survivant sur 3. Nous sommes des miraculés parce que c'était très difficile, bien sûr. Youssef Ratib, responsable en 1962 de la Wilaya 4, la grande région autour d'Alger, engagé très jeune, n'a jamais quitté le maquis pendant toute la durée de la guerre. La Wilaya 4 a perdu le tiers de son effectif. Vous aviez l'impression d'être abandonné ou... Abandonné, oui. Abandonné, isolé par la construction de barrages électrifiés longs de 300 km sur les frontières tunisiennes et marocaines et coupé de toute aide et renforts extérieurs. Coupé des secours des forces de plus en plus importantes qui forment, au Maroc et en Tunisie, une véritable armée, l'armée des frontières. Coupé des chefs historiques de l'insurrection arrêtés 6 ans plus tôt, Ahmed Ben Bella, Mohamed Khidr, Ossinaït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mostefa Lashraf sont emprisonnés en France. Depuis leur arrestation, le pouvoir politique est à Tunis, en exil, représenté par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors présidé par Ben Youssef Ben Khedda. Une révolution géographiquement écartelée entre les maquis de l'intérieur, l'armée des frontières au Maroc et en Tunisie, le GPRA à Tunis et les chefs historiques prisonniers en France. Pour en finir, le GPRA a désigné son vice-président Krim Belkacem pour négocier avec la France l'arrêt des combats. Négociation d'abord secrète, puis au grand jour, à Évian. Louis Jox pour la France, Krim Belkacem pour le GPRA, négocie le départ de l'armée française, le statut de la minorité européenne, le sort des harkis et enfin le destin du Sahara et des gisements pétroliers. Pour nous, les négociations